Où est-ce qu'on est là, Matt Crépel? Alors là, on est dans un environnement un peu particulier. On est dans la chambre de Perly, dans l'appartement que Quicksilver nous a loué pour la première à Paris. Donc on est au milieu du tour de promotion de Chaka, nouveau film que j'ai fait avec Morgane Le Faucheur. Et on présente le film demain soir au Grand Rex à Paris. Grosse pression. On a eu 2 nuits un peu tranquilles et là à partir d'aujourd'hui il y a toute l'équipe qui arrive, donc je pense que ça va être un peu plus le bordel. So you be the guy taking care of my life, right? Yeah, that's the idea. Là, tout de suite, je me chie vraiment dessus. Mais alors lui, j'imagine même pas. La question maintenant, c'est qu'est-ce que 2 snowboarders peuvent bien foutre ici? Pour commencer, je voulais que tu me racontes un peu ta vie de snowboarder, un peu comment on en est arrivé là, comment t'as commencé tout ça. On voit un peu tes débuts dans le film Chaka, mais est-ce que tu peux me retracer un peu ta longue carrière, parce que t'as commencé très tôt. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Bon, comme tout le monde à cette époque-là, j'ai commencé par le ski. Donc j'avais des parents qui étaient moniteurs de ski, et donc on vivait en station à la Mongie quand je suis né. Donc dès le début, j'ai fait le con dans la neige, d'abord sur des skis. En ski club, cursus un peu classique, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, jusqu'au moment où mon père m'a fait essayer le snow. Il faisait partie, avec quelques potes à lui, un peu des pionniers, pas forcément des pionniers, mais de ceux qui avaient envie de délirer avec tout type de glisse. Et le snowboard est arrivé, ils ont commencé à fabriquer des planches dans leur garage. Et puis moi j'étais le premier enfant de toute sa clique de potes à arriver, donc j'étais un peu la mascotte, il fallait me faire essayer des trucs. Et donc ils ont pris une vieille board de snow, ils ont coupé en deux, ils ont mis des fixations de ski dessus. Et mon père m'a amené dans la poudre direct, je me souviens assez bien. À ce moment-là, c'était donc années 90, 91, 92 peut-être. Donc on avait l'influence de Apocalypse Snow, de Régis qui mettait une pilée à tout le monde en snowboard dans la poudre. Donc voilà, le ski c'était pour la piste et le snowboard c'était pour la poudreuse, quoi. Donc mon père, pas bataillé, il m'a mis dans la poudreuse direct. J'ai mis 3 heures à faire 2 virages, mais derrière ça a été un peu plus simple. Et pendant pas mal d'années, j'ai fait, jusqu'à l'âge de, on va dire, 10 ans, j'ai fait du snowboard en marge du ski. J'étais au ski club et entre midi et deux, je prenais mon snow, j'allais rider ou le soir. Et puis après, j'ai eu l'opportunité par Quicksilver de partir dans un trip au Groenland. Donc à l'âge de 10 ans, avec mes idoles de l'époque, avec Serge Vitelli, Bertrand de Nervo, pour faire un film, pour faire une expé pour Quicksilver. Et là, ça a été un déclic énorme. C'était un voyage de 3 semaines à faire du snow au milieu des banquises, dans des paysages absolument fantastiques. Un endroit qui avait jamais été ridé auparavant. C'était sur la côte est du Groenland. La côte ouest était un peu explorée, mais la côte est, pas du tout. Donc à partir de là, ça a été je me suis rentré, je me suis dit si ça peut être ça ma vie de snowboarder, allez, let's go, je vais continuer. Puis ensuite je me suis mis un peu au compètes, il a commencé à avoir un peu d'émulation, c'était cool, il y avait les frères Delerue, notamment Xavier qui était un peu plus vieux, qui commençait déjà à montrer la voie au niveau français et international pour nous les Pyrénéens. Et puis quelques petits circuits pyrénéens, puis les championnats de France. C'est là que j'ai commencé à rencontrer mes meilleurs potes qui sont Morgane, Tristan Picot, Douze Charlet, Sylvain Bourbousson, toute cette génération-là. Et puis ensuite on s'est retrouvés en sport-études tous ensemble. C'est là où on a vraiment tissé un lien amical fort. C'était un moment qui était un peu dur parce que partir des Pyrénées pour aller dans les Alpes, c'était pas simple. Parce que le sport-études, c'était celui de Villard-de-Lans. C'était Villard-de-Lans, exactement. Donc c'était rentrer 3 fois par an à la maison. C'était partir en train. C'était famille d'accueil et tout. C'était pas, quand t'as 15 ans, c'est pas forcément l'idéal. Mais surtout que moi, j'avais aussi cette passion pour le surf que j'ai un peu depuis gamin, même si j'en faisais
pas autant que j'en fais aujourd'hui, mais voilà, ça me manquait, le surf me manquait un peu. Mais voilà, j'ai rencontré là-bas, enfin c'est là-bas que j'ai créé mes plus grandes amitiés, donc voilà, ça a bien compensé le truc. Et puis à la suite de ça, il y a eu des événements qui ont fait que nos carrières ont pris des tournants un peu différents avec Morgan. Évidemment, il y a eu l'accident de Tristan qui nous a tous énormément marqués, qui a été une difficulté énorme pour nous tous, mais qui a joué un rôle important dans la suite, moi, de ma carrière, parce que c'est pour ça, à cause, ou enfin, que je me suis mis dans l'aventure olympique. En fait, le jour de ses obsèques, sa mère m'a dit: Mathieu, voilà, je sais que vous aviez ça un peu en commun. Enfin, Tristan aurait aimé aller aux Jeux Olympiques. Je sais que toi, tu t'aurais envie aussi, donc vas-y pour lui. Alors que bon, c'était pas forcément, on avait émis le truc comme ça, mais c'était pas forcément une fin en soi qu'on avait. Et donc là, je me suis dit, bon, allez, quoi, il faut y aller. Donc là, ça change un peu la donne. Il faut se mettre un peu plus, faut devenir un peu plus sérieux d'un coup. Et puis y aller pour deux, quoi, lui faire cet honneur-là. Parce que Tristan, il meurt dans une avalanche en quoi? En janvier 2000. C'était 2003 ou 2004. C'était le 4 janvier. Mais c'était en filmant il était parti en trip avec, je crois qu'il y avait Travis Rice, Brian Higuchi. C'était une des premières années où il filmait, ou la deuxième année pour laquelle il filmait avec Absinthe. Et voilà, une connerie, a priori, c'était pas une grosse avalanche. Ça a été plus, voilà, il s'est fait embarquer par une avalanche, taper un arbre, et voilà. Et c'était le moment où on avait passé 2 ans en sport-études ensemble. Moi, pour ma dernière année de sport-études, j'étais rentré dans les Pyrénées. Mais Morgan et Tristan étaient encore tous les deux au lycée à Villars. Et voilà, je sais que pour Morgan, ça a été évidemment très dur parce qu'ils étaient que tous les deux à ce moment-là au lycée. Moi, c'était un peu dur parce que j'étais pas là on n'était pas ensemble avec Morgan pour se soutenir mutuellement. Et ouais, ça a été très particulier. Et, ouais, comme tu peux imaginer, perdre son meilleur pote à un peu moins de 20 ans, c'est dur, quoi. C'est dur, surtout que c'est dans la même discipline. Enfin, autant tu te dis, il a un accident de voiture, c'est le fatalisme. Et puis voilà, là c'était en faisant notre passion, et quand t'es gamin, tu te rends pas compte des risques qu'il peut y avoir. On n'était pas encore à ce moment-là, il n'y avait pas l'éducation qu'il y a aujourd'hui sur les risques liés aux avalanches. Enfin, je me souviens que on faisait plein de trucs sans arva, sans pelle, sans airbag évidemment, ça n'existait pas, mais et donc là on a pris ce truc un peu dans la gueule en disant merde, ça peut nous arriver, enfin ça nous arrive à nous aussi. Et je sais qu'on a eu des discussions avec Morgan derrière, on a mis du temps à en reparler vraiment, mais où lui, je sais qu'il s'est vraiment posé la question de savoir si ça valait le coup. Moi j'ai eu quelques semaines à ça, et puis d'un coup je me suis dit non, Tristan c'est ce qu'il aimait faire, allons-y, quoi, faut qu'on continue à fond et qu'on le vive à fond pour lui, quoi. Perdre son meilleur ami à l'âge de 18 ans, ça fait mal. Mais on a continué à avancer, à vivre et à voyager. Mathieu est devenu en freestyle le snowboarder français le plus titré. TTR World Tour, championnat du monde, X Games, Bank Slalom, il a presque tout gagné. Donc événement fondateur dans ta vie de snowboarder, la mort de ton pote. Et t'étais déjà dans le pipe à l'époque, t'étais déjà parti dans cet aspect compétition, t'étais déjà un petit compétiteur? Ouais, un petit peu, oui, ouais, je l'ai toujours eu un petit peu. Après, comme je te disais, pas autant, pas au point de me dire, enfin voilà, j'ai pas commencé le snowboard évidemment en me disant un jour je vais aller aux Jeux Olympiques. C'était pas du tout ça. J'ai commencé le snowboard parce que je kiffais, au contraire, j'ai commencé le snowboard parce que le ski, je trouvais ça réducteur, et que je voyais la montagne autour de moi magnifique, et que en ski, à ce moment-là, le côté freeride et tout, il n'existait pas, quoi. Donc on était cantonné aux pistes à faire du slalom, et point barre, quoi. C'était le ski club pur et simple de l'ESF, le truc bête et méchant, quoi. Et donc le snowboard, ça me permettait d'avoir cette ouverture d'esprit sur la montagne, et de pouvoir utiliser la montagne dans sa globalité. Donc et la compétition, au contraire, ça a à nouveau réduit un peu le truc, mais ça m'a permis de progresser énormément. Ça m'a permis d'avoir avant tout, je pense que c'est la compétition, j'en ai fait pour progresser, pour me permettre de passer à un niveau supérieur et de me motiver, ouais.
C'est quoi en gros ton palmarès, pour ceux qui connaissent pas le Mathieu Crépel, ton palmarès de snowboarder? En gros, c'est 2 participations aux Jeux Olympiques, mais pas les résultats escomptés, mais c'est pas très grave. Non, j'ai gagné le circuit Coupe du Monde en 2005. En 2006, je gagne le premier circuit mondial TTR. En 2007, je gagne les championnats du monde en halfpipe et en big air. À la suite, 2010, je fais 2e aux X Games. Et en 2016, je gagne le bank slalom de Mount Baker. C'était un peu mon dernier objectif de compétition dans le snow. C'était un rêve un peu inavoué parce que pour moi, ça paraissait irréel de pouvoir gagner cette compète légendaire. Et là, voilà, en 2016, j'ai été invité pour les 30 ans de l'événement. Et je me retrouve à gagner, quoi. Donc c'était incroyable. Comment ça se passe, ça? Qui c'est qui t'invite à un truc comme ça? Parce que t'avais déjà une belle invitation, je crois que c'était en 2001, d'un certain Terrier. Et ça c'était pour l'Arctic Challenge, et ça c'était cool. Ça, j'étais tout gamin, et on avait été invité, j'avais été invité avec Shaun White, évidemment, qui commençait à cartonner. Et puis moi, j'avais été invité par Terrier à l'Arctic Challenge, donc ça c'était assez cool. Mais non, en fait, le bank slalom à Mount Baker, je l'avais gagné en tant que junior. En 2000, donc j'avais 15 ans, à peine un peu plus de 15 ans, et donc ce qu'ils ont fait, c'est pour les 30 ans, pour l'anniversaire des 30 ans, ils ont réinvité un peu tous les vainqueurs. Et je l'avais fait le bank slalom, je l'avais fait je l'avais fait 2 fois en junior et peut-être une fois en pro où j'avais fait 10e ou 15e, je sais plus. Et donc ils ont réinvité un peu tous les vainqueurs de toutes les catégories pour le 30e anniversaire. Donc je me suis retrouvé comme ça à être invité à nouveau. C'est ce qu'on voit dans Crétin des Alpes. Exactement. Et le surf, tu disais que le surf t'avait manqué à Villard-de-Lans. Comment t'as commencé le surf? Le surf, j'ai commencé naturellement, pareil, un peu comme le snowboard. C'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir un environnement familial où l'hiver, on était à la montagne, et l'été, j'avais mes grands-parents, on avait une maison de vacances, une maison de famille à Hossegor. Et j'avais mes autres grands-parents qui étaient sur la côte basque, donc entre les Landes et le Pays basque l'été. Et puis voilà, pas mal de potes qui faisaient un peu de surf, et mon père pareil, la famille un peu dans le truc aussi, sans être on était évidemment plutôt montagnards, mais l'avantage et le fait d'avoir grandi dans les Pyrénées comme ça entre mer et montagne, c'est complètement ce qui a dirigé ma vie et ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais le surf, il n'a jamais été question d'en faire une carrière pro. C'était un hobby, c'était une passion, mais de façon totalement amateur, quoi. Et quand j'étais gamin, j'ai fait 2-3 compètes pour les kids comme ça parce que mes potes un peu en faisaient. Mais dès que les autres ont commencé à surfer l'hiver, au début on était trop petits, il n'y avait pas de combi adapté pour surfer l'hiver, et puis dès que ça a un peu évolué, pendant que moi je faisais du snow, les autres faisaient du surf, et donc là j'ai perdu le niveau assez vite. Et puis de toute façon, mon truc c'était plus le snow, quoi. Donc j'étais content de ça, et le surf je le pratiquais en tant que quand je rentrais entre mes trips de snow, ça me faisait du bien d'aller surfer un peu, de me vider la tête, et c'est un peu plus tard, quand j'ai arrêté les compétitions en snow, que là j'ai commencé à avoir un peu plus de temps à accorder au surf. Et c'est là où je me suis mis vraiment à fond, un peu plus à fond, et puis dans le surf, et à commencer dans le surf de grosse vague. L'idée, c'est pas de faire un docu sur Mathieu Crépel qui veut devenir surfeur pro. Tu t'en doutes, c'est pas l'idée. Cette fois-ci, on n'a pas uniquement trimballé nos boots dans la neige. On est parti plus longtemps sur la route, jusqu'au bout du monde. Bien au-delà de nos montagnes et de son Pays basque natal. Sans transition, l'idée de Chaka, tu commençais à l'évoquer un peu, ça vient d'où en gros? Ça vient de ça un petit peu, à un moment donné où dans le snow, j'étais arrivé à remplir à peu près tous les objectifs que je m'étais fixés, et une envie d'aller un peu plus loin dans le surf, et notamment le surf de grosse vague. C'est-à-dire que j'ai découvert le surf de grosse vague avec des potes dans le Pays basque. C'était pas forcément naturel au début, j'ai pas toujours et d'ailleurs je suis toujours pas méga à l'aise, c'est toujours un processus mental qu'il faut surpasser, mais dans la sensation et tout, c'était un truc, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes avec le snow qui étaient assez cool, à la fois dans l'esprit un peu d'équipe et dans les sensations pures de glisse. C'est-à-dire c'est des grandes pentes où on va vite, où on fait des grandes courbes.
Et donc petit à petit, ça a été par des sessions sur les vagues un peu mythiques du Pays Basque, comme Parlementia, Avalanche, et puis après une découverte d'abord de Bellara, d'abord en Towin, et puis ensuite le Towin est un peu passé de mode. Donc le Towin c'est surf tracté à l'aide d'un jet ski. Donc là dans la discipline c'est ce qui se rapproche le plus du snow, c'est qu'on arrive lancé sur une grande vague, sur une grande pente, et là c'est presque trop facile quoi. Même si on s'expose à prendre des boîtes, il y a pas ce placement de prendre à la rame où c'est vraiment autre chose. Et donc là j'avais vraiment envie de me mettre la pression, mais de la façon la plus authentique possible, c'est-à-dire de surfer des grosses vagues à la rame. Où là ça représentait un challenge qui était autre chose qu'en Towin quoi. Et ça, vous en parlez dès le soir de ta victoire à Baker avec Morgan, ou comment ça s'est passé exactement Non, ça c'est venu un peu plus tard, c'est venu assez vite derrière, mais non, je pense que c'est au moment où on a bossé un peu sur la partie Baker du film avec Morgan, où il me suit pendant les 15 jours, parce qu'en fait on était parti en trip pour aller à Mount Baker. Et le trip c'était une catastrophe parce qu'il a plu pendant 2 semaines et qu'on n'a pas du tout fait ce qu'on voulait faire, et puis ça se finit sur Baker et la victoire à Baker. Et en fait au moment où on a monté un peu l'appart ensemble, on a vu qu'il y avait un truc qui pouvait être assez cool à raconter du fait de notre proximité et de notre amitié, où il arrivait à rentrer dans mon intimité, là où moi je laisserais pas forcément rentrer un journaliste ou un réalisateur quelconque ou extérieur. Là avec Morgan on a cette complicité qui faisait que l'histoire elle était un peu plus intimiste, un peu plus intense, et on a eu les gens quand ils ont vu cette part là, ils ont trouvé qu'il y avait une sincérité qui était intéressante, et moi j'avais cette idée de faire un film sur mes 2 passions depuis longtemps. Alors je trouvais pas encore savoir comment, et puis là je suis dit je suis à un moment où justement dans le snow j'arrive un peu il va falloir que je trouve que je respire un peu pour retrouver une bonne motivation, pas une motivation, j'ai toujours été à fond de rider et tout, mais me retrouver un autre challenge, parce que je fonctionne au challenge, comme ça j'ai toujours besoin de me fixer un peu des objectifs, et il y a eu cette idée là de me dire pourquoi pas partir en surf de gros. J'ai jamais été à Hawaï, ça s'est fait aussi avec la rencontre de Koa Rothman, qui est nouvelle pépite hawaïenne du surf de grosses vagues, où on s'est rencontrés sur un photoshoot quick, et lui m'a dit moi j'adore le snow, il aimait, mais tu vois, de façon amateur, et je lui ai expliqué un peu mon parcours et tout. Il m'a dit mortel, t'es jamais venu à Hawaï, viens, je t'invite à Hawaï. Et donc l'idée a germé un peu comme ça, j'en ai parlé à Morgan, il m'a dit ouais cool, faut qu'on fasse ce film ensemble quoi. Si t'y vas la gueule enfarinée en connaissant personne, et tu sors pas de chez toi quoi. Après faut que tu comprends comme ils se sont fait spoiler leur terre, c'est un peu comme des Basques sur une île, plus vénère, parce que tu vois les Américains comme ils font le truc. Mais je pense que dès que t'es introduit par un mec, c'est ça, c'est comme ça que ça marche là-bas. Et dès le début, tu savais que tu voulais finir avec Jaws ou... Ouais, ça a été assez vite, parce que à la fois à titre perso, vu que j'avais jamais été à Hawaï, je me suis dit que c'était l'occasion, et que Hawaï faut être introduit un peu pour y aller, c'est vraiment particulier, et même en étant introduit, comme on peut le voir un peu dans le film, c'est pas facile de faire sa place. Et puis parce que Jaws c'est la vague la plus emblématique du surf de grosses vagues, c'est par Jaws que tout est arrivé quoi. C'est Jerry Lopez qui a découvert cette vague, qui a appelé Laird Hamilton, qui lui a dit j'ai découvert une vague sur Maui qui est faite pour toi, machin. Et donc après il y a Laird Hamilton et toute sa clique qui ont commencé à la démocratiser, avec certains Français aussi, et Michel Laronde et Vincent Lartisien qui ont été parmi les pionniers, mais qui ont essuyé un peu les pots cassés pour le reste. Mais non, essuyer les plâtres, je me suis perdu, j'ai fait une footballistique et donc oui, l'idée c'était Jaws quoi, parce que c'était celle qui représente le mieux le surf de grosses vagues. Qu'est-ce que le surf apporte au snowboard, enfin à toi en tout cas, qu'est-ce qu'il apporte à ton snowboard et vice versa?
Je pense que le surf m'a apporté, alors c'est peut-être quelque chose que j'avais déjà un peu de par mon passé et de par une des personnes qui a été vraiment un espèce de mentor, c'était Serge Vitelli, quelqu'un qui a une glisse assez incroyable. Et moi je sais que j'ai toujours eu cette volonté d'essayer d'avoir une glisse assez pure et je pense que le fait de surfer m'apporte un flow et peut-être que c'est peut-être grâce à ça que j'ai gagné le bank slalom aussi, parce que c'est quelque part et c'est surtout une année en plus, l'année où j'ai gagné le bank slalom, je m'étais fait mal au genou avant, donc j'avais pas beaucoup ridé. Par contre l'été avant j'avais pas mal surfé et je sais pas, d'avoir cette finesse un peu dans l'approche et dans le toucher de neige. Je pense que c'est ce que le surf m'apporte. Et après ça m'apporte évidemment une lecture du terrain qui est assez différente d'un mec qui va être purement freestyler, qui va vouloir sauter partout dès qu'il va avoir un truc sur le bord de piste, ou une winlip ou quoi, il va vouloir sauter. Moi ça va être différent, je vais plutôt avoir envie de faire un slash et d'avoir de retrouver des moves de surf plutôt que de snowboarder pur, quoi. Donc je pense que dans la lecture de la montagne, c'est le surf m'apporte ça, et inversement le snowboard je pense que m'apporte au niveau du surf, notamment dans le surf de grosse vague, des appuis que des surfeurs un peu purs n'ont pas forcément. C'est vrai que nous au niveau du snow, on est plus habitué à aller vite dans des pentes trafolées, ou voilà, on a des cuisses un peu un peu mieux développées. Je pense que les surfeurs ils ont des épaules plus développées que les nôtres, mais au niveau des jambes et des appuis, je pense que le snowboard m'apporte pas mal, à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant en regardant Chaka hier, c'est que on reconnaît vraiment ton style. Moi, je t'avais jamais vu surfer. Je sais pas si t'as déjà fait des films de surf, s'il y a des films de surf qui tournent sur toi, mais j'en avais jamais vu en tout cas. Et je trouve qu'on retrouve complètement ton style de snowboarder sur la vague. D'accord, ouais, j'imagine que de toute façon le style c'est une sorte de reflet de notre personnalité. Donc je pense que quoi qu'on fasse, je pense qu'en skate je dois avoir à peu près le même style, donc ouais, non, mais c'est assez normal. Après le surf, je sais que je m'inspire beaucoup, alors dans le snow un peu aussi, mais moins, parce que ou alors je l'ai fait quand j'étais gamin, aujourd'hui un peu moins, mais je sais que là je mate énormément plus de vidéos de surf que de snowboard et que je m'inspire de tous mes surfeurs préférés, de potes avec qui je surfe pas mal dans le Pays Basque qui ont des bons styles, et donc voilà, j'essaie de m'inspirer de cette glisse là et de progresser dès que je vais à l'eau, d'essayer d'avoir de progresser dans justement cette approche de la lecture de la vague, et dans le dans tout, à la fois dans le côté technique mais aussi dans le côté style et fluidité. Sachant qu'il y a un truc hallucinant, c'est qu'en snowboard, t'es régular, et en surf, t'es goofy. Ouais, ça c'est un peu particulier, parce que du coup, il faut que je switch mon cerveau aussi. Et ça, je pense que ça vient du fait que je pense qu'à la base, je devais être goofy. Et puis mon père était régular, donc quand il m'a mis sur un snow, il a dit il doit être régular. T'es un goofy contrarié en fait. C'est possible, parce qu'en fait tout le reste, tous les sports où on se lance naturellement, où on n'a pas de fixation ou quoi, je suis goofy. C'est-à-dire qu'en skate je vais être goofy, en surf je vais être goofy. En trottinette En trottinette, je crois que je suis goofy. Dis trottinette parce qu'on est à Paris et qu'on a fait un tour de Paris en trottinette il y a 5 minutes. Mais non, et donc voilà, il m'avait jamais mis sur une planche de surf ou un skate avant, donc il a dit ok, je suis régular, il va être régular, quoi. Et ce qui est particulier, ce qui est marrant, c'est que j'ai des photos de surf quand je suis gamin. Je pense que les premières fois où j'ai fait du surf, je me mettais en régular, et c'est peut-être après que je suis passé en goofy. Je sais pas trop comment c'est passé, mais tout à l'heure, du beau style que tu regardes en surf, et j'ai trouvé qu'il y avait une séquence intéressante aussi dans Chaka, c'est quand on te voit rider avec Koa, donc que t'amènes à Mont Bachelor, je crois. Tu l'amènes à Mont Bachelor et on voit rider Koa, qu'on a vu sur les vagues, qui est complètement, je veux dire, moi je regarde peu de surf, mais le voir rider une grosse vague, c'est vraiment beau. Et là on le voit dans la neige, il est à l'aise, hein, il ride bien sur un snowboard, mais on voit vraiment une grosse différence. Est-ce que c'est la même différence qu'il y a entre quand toi tu fais est-ce qu'il te voit comme ça quand t'es sur une grosse vague aussi, ou comment? Et autre question, 2 questions en une, c'est quoi le beau style, et pour toi c'est qui les exemples de beau style en snowboard et en surf? Alors il y a pas mal de questions, pas mal de choses à dire. Je
Je sais pas, je pense que par rapport à comment eux me voient sur une planche de surf, je pense qu'il faudrait leur poser la question. Mais non, je pense pas. Après, moi, c'est pas le même niveau. Alors, c'est dur de comparer le niveau de Koa en snowboard par rapport à mon niveau en surf. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis le seul snowboarder à avoir été surfer Jaws et à faire et à surfer comme je surfe. Enfin, je crois, j'en connais pas d'autres qui étaient faire ça. Des surfeurs, il y en a qui ride pas mal. Je pense que celui qui ride peut-être le mieux en snowboard aujourd'hui des surfeurs de gros, c'est Ian Walsh. C'est un bon pote de Travis Rice. Travis l'avait amené en Alaska et tout, mais après l'Alaska, c'est pareil. L'Alaska, tu peux aller faire des pentes de 55 degrés, tu peux faire des pentes de 40 où tu te gaves, et voilà. La différence de Jaws, c'est que quand tu vas à Jaws et que la vague marche, et ben il y a pas une vague qui fait moins de 6 mètres quoi, ou de 8 mètres, et donc la grosse différence elle est là. Et après dans le style, non, j'essaie de pas trop avoir un style de snowboarder. Mais non, les exemples de style que j'adore, c'est en surf, il y a Rob Machado, Joel Parkinson, il va rigoler, mais il y a Damien Castera qui est un de mes meilleurs potes, avec qui j'ai fait des expés avec les films Odyssea. Donc c'est plus sur le côté cycle de l'eau, et voilà, lui c'est un free surfer aventurier qui a un style incroyable, qui a une super glisse. Il y a aussi Antoine Delperro qui est le meilleur longboarder je pense du monde, moi je trouve. Comment dans le film qui est un peu dans le film dans la phase du repas, qui est là pour, parce que en fait on avait voulu dans cette phase du repas, il y a Stéphane Iralour qui est mon mentor dans le surf de grosse vague, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier là-dessus, et puis après il y a tous mes potes surfeurs du Pays Basque, ceux qui m'inspirent et avec qui qui m'ont aidé à bien progresser en surf, parce que partager des sessions avec eux, c'est comme je te disais, on regarde la génération juste en dessous de moi. Je sais que je l'ai un peu inspiré sur certaines choses, et aujourd'hui c'est lui qui m'inspire. Donc c'est cool. Et c'est quoi, tu parles de gens qui t'inspirent en surf ou en snow, c'est quoi un beau style? Est-ce que tu arrives à définir un beau style? C'est qu'il faut que ça paraisse naturel. Après, c'est des choses qui se travaillent pas, quoi. C'est un truc que tu l'as en toi, et voilà, c'est être fluide, naturel. C'est qu'il faut que ça paraisse le plus simple possible. C'est que ce qui est, c'est des choses qui sont compliquées et qui puissent paraître le plus simple possible. Alors en snow, c'est à la fois ça se traduit sur des virages sur la piste aussi bien que sur des tricks simples ou compliqués. En surf, il y a une dimension, et puis il y a aussi la manière de lire le terrain. Je trouve que ça, pour moi c'est vraiment important, tu vois, de capter quelqu'un qui a un esprit un peu créatif et qui va utiliser la montagne d'une manière ou d'une autre. Et en surf, c'est d'autant plus vrai que la vague est en mouvement en permanence. Donc c'est la capacité de faire le bon virage au bon endroit, d'utiliser la vague, d'utiliser la puissance de la vague au mieux pour prendre de la vitesse, pour ralentir à des endroits où il faut ralentir. Et voilà, c'est tout ça. C'est aussi cette capacité de s'adapter à l'élément en permanence. Dans ce film, là, Chaka, on te voit mettre des grosses protections. On voit un mec se faire défoncer le visage. Les blessures et les morts dans le snow et dans le surf, en gros. Comment t'apprends ça? Comment tu vois ça, toi? Et quelles sont les différences, peut-être? Bon, en surf, il n'y a pas d'avalanche, mais quand on voit l'image finale de Jaws filmée en drone là, avec le son de la vague, c'est une avalanche perpétuelle, quoi. Mm-hmm. Comment tu vois cette partie de nos sports qui est un peu la partie inquiétante, tu vois? On parlait, pour revenir à Tristan Picot tout à l'heure, du fait que on peut mourir sur un snow, on peut mourir sur un surf. C'est la grosse différence entre nos sports et les sports classiques, et c'est là où les gens se rendent pas forcément compte des risques qu'on prend. C'est que en foot, en tennis, en basket, le risque le plus gros risque, c'est de se faire un genou, de se faire un croisé, quoi. Nous on met notre vie en jeu à chaque fois, quoi. Mais à chaque fois, pas tous les jours évidemment, parce que sinon ce serait pas tenable, mais c'est clair que quand on va
faire une grosse ligne en freeride ou une grosse journée de freeride ou surfer à Jaws ou surfer à Nazaré ou à Avalanche ou à Bellara ou enfin ouais dans toutes les grosses conditions il y a toujours cette part de risque qui est énorme et le but c'est d'être le mieux préparé possible le mieux entouré possible aussi pour limiter ce risque mais ce risque on sait qu'il y est fatalement il existe et je pense que c'est plus dur pour nos proches que pour nous. Moi je sais que ouais pour mes parents, pour ma sœur, c'est toujours ouais pour la famille c'est dur je pense enfin j'imagine à quel point ça peut être difficile. Je pense que le jour où je leur ai dit ben voilà, j'ai un nouveau projet, je veux aller surfer Jaws. Et j'ai la chance d'avoir une famille qui a toujours été derrière moi et qui a toujours cru en ce que je faisais, mais je pense que ça leur a pas plu outre mesure. Parce que toi tu parles de ta famille, mais toi ça te vient pas à l'idée ou c'est quelque chose que t'écartes complètement? Si, ça me vient à l'idée évidemment, mais je l'écarte un petit peu et je pense que de toute façon quand il y a des accidents, c'est plus difficile pour ceux qui restent que pour celui qui part. Enfin voilà, c'est terminé. Après moi j'ai aucune envie je suis pas une tête brûlée, j'ai pas envie de mourir après-demain, mais j'ai envie de vivre ma vie à fond et j'ai envie d'en profiter le plus longtemps possible. Mais après j'ai grandi avec ce risque-là, je le connais, je fais du snowboard depuis que je suis tout petit, le surf c'est venu un peu aussi comme ça, donc et puis comme on en a parlé, j'ai perdu mon meilleur pote à l'âge de 20 ans, donc je pense que ça m'a peut-être endurci d'une certaine manière. Et je suis absolument pas fataliste en me disant ah ben voilà, un jour je vais mourir en faisant du snow ou en faisant du surf. Non, je veux en profiter le plus longtemps possible, je veux tout faire pour ne pas que ça arrive. Mais je sais que c'est là, je sais que c'est possible et en tout cas je fais tout ce qu'il faut pour réduire le risque au maximum. Et franchement, je prends en montagne, je pense que je prends de moins en moins de risques parce que j'ai l'impression que plus je gagne en expérience, plus la montagne me fait peur. Plus je me rends compte que en fait en montagne il n'y a pas de vérité et que ça peut arriver à tout le monde vraiment et voire même aux plus expérimentés. Que tu baisses ta garde une demi-seconde et ça peut t'arriver. Dans l'océan, c'est un peu différent parce que évidemment que ça arrive, il y a des accidents, mais on peut se préparer mieux. Enfin, c'est-à-dire que pour le surf de grosses vagues, il y a vraiment une part de préparation physique et mentale qui permet de réduire les risques de façon assez considérable. On te voit avec Guillaume Néry t'entraîner presque à 4 minutes, t'en es à combien là? La première fois avec Guillaume, moi j'ai fait 3 minutes 30 et là ça fait quelques temps que j'ai pas refait les entraînements, mais quand j'étais à Hawaï, j'étais à un peu plus de 5 minutes. Ah ouais, donc là si tu veux retenir ton souffle, t'arrives à rester 5 minutes Là non, là je devrais être à 4 minutes, un peu plus de 4 minutes si je le refaisais aujourd'hui, mais après c'est très différent au final et c'est ce que Guillaume dit dans le film sans spoiler, mais c'est que lui en gros il fait une apnée qui est choisie, c'est-à-dire que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il va descendre et quand il va faire son record. Nous en surf c'est une apnée qu'on subit, c'est-à-dire que quand on fait une chute, quand il y a une vague qu'on prend sur la gueule, on n'a pas 5 minutes pour se préparer pour faire des respirations. Donc moi toute ma préparation mentale et physique liée à l'apnée, elle a été basée un peu aussi là-dessus, sur le fait d'avoir besoin de tenir longtemps sous l'eau, mais avec très peu d'air dans mes poumons, donc à poumons vides, avec un cardio qui est assez haut. Donc on n'est jamais, quand on surfe, on n'est jamais à 50 pulsations minutes, on est tout le temps à 90, 100, 120, enfin c'est tout le temps, même en ramant, enfin voilà, on est tout le temps. Donc ça c'est une appréhension de l'apnée qui est complètement différente de celle qu'on peut faire en statique comme ça. Donc tenir en statique comme ça dans l'eau 5 minutes, c'est bien. C'est sûr que psychologiquement, on se dit ok, je peux y arriver, mais c'est surtout par rapport aux mécanismes mentaux qu'il y a à mettre en place. C'est-à-dire que quand on commence à sentir les signes, les difficultés de tenir plus, et c'est là où Guillaume m'a aidé, c'est qu'il m'a dit, quand tu commences à avoir envie de respirer, la première envie de respirer, en gros, t'es à la moitié de ce que tu peux encore tenir. Donc quand on te dit ça, a priori, nous, je commence à avoir envie de respirer, c'est putain, vite. Et non, il faut réussir mentalement à déverrouiller tout ça et à se dire, ok, ça fait mal, c'est dur, mais mon corps, physiologiquement, il peut tenir encore. Par exemple, si ta première envie de respirer, elle arrive à 2 minutes, tu te dis que tu peux arriver quasiment à 4 minutes. Et donc ça, psychologiquement, c'est énorme. Et l'apnée, c'est très psychologique. Et t'en as eu besoin? Et j'en ai eu besoin, alors
pas à Jaws parce que j'ai pas bouffé à Jaws. mais ouais, il y a eu d'autres sessions où j'ai bouffé. Il y en aura d'autres encore. Et ouais, non, mais c'est. Ouais. J'ai un pote Tom qui t'a vu chez Plume il y a 2 ans. Ouais. Et je voulais savoir, pareil, c'est une question à deux volets, mais ta vision sur le splitboard, je sais pas si tu pratiques ou quoi, et inversement, ta vision sur les vagues artificielles en surf. Ma vision sur le splitboard, c'est que oui, je pratique, pas autant que je le voudrais, mais j'ai toujours mon split enfin je fais pas mal de trips en split et je le prends souvent avec moi. Sachant que t'es chez Nidecar maintenant, ouais. Donc c'est quoi ton split ? C'est un Jones. Parce que Nidecar ne fait pas de split, donc ils m'ont filé, ils vont me faire un Jones avec un truc Nidecar. Et d'ailleurs, pourquoi t'es passé chez Nidecar ? T'es pas du genre à aller chercher des sponsors, Non. T'es pas connu pour ça en tout cas. C'est quoi ta transition GNU Nidecar en gros ? La transition GNU Nidecar, justement, elle est pas du tout motivée par l'argent, elle est motivée par la motivation d'un nouveau projet avec un pote qui est Thierry Kunz, qui bossait chez Quick et qui a repris la tête de Nidecar il y a quelques années. Au début, on rigolait comme ça, machin. Et puis, en fait, il m'a présenté le projet dans lequel il voulait que je sois bien impliqué sur le design des boards, sur le développement de la marque et tout. Et ça me branchait vraiment. Chez GNU, c'était mon sponsor de cœur et depuis toujours. Je sentais, ils sont aux États-Unis. Sur l'Europe, c'était un peu plus dur d'échanger avec eux, d'avoir cet échange. Moi, j'avais vraiment envie de m'impliquer sur les shapes et de développer ce côté-là. Donc quand Thierry m'a proposé le truc, j'ai dit oui direct et donc c'est cool, c'est une bonne là j'ai fait ça fait à peine un peu plus d'1 an. Donc c'était une première année un peu de transition, mais là il y a des bons délires et puis voilà, Thierry est mortel, il a plein de bonnes idées sur. C'est un mec passionné de shape, de surf aussi, donc on a cette sensibilité-là d'avoir un petit peu les deux et d'amener ce côté un peu surf-snow dans la marque. Donc c'est cool, donc on délire bien. Pour revenir au split, je pense que ça a fait beaucoup de bien au snowboard. Au moment où le snowboard se perdait un peu, où on était un peu en difficulté parce que le snowboard était devenu très élitiste sur le côté compétition, très freestyle et tout, et de revenir à l'esprit originel du snow, c'est-à-dire moi je me souviens que quand j'étais gamin, même si parfois c'était pour faire du freestyle, mais je prenais une fois la remontée le matin et puis après on allait crapahuter à droite à gauche, on se mettait dans un coin avec nos pelles, on faisait des kickers, on remontait à pied ou on allait essayer de trouver des petits couloirs pour faire des lignes et donc grâce au split on a pu aller un peu plus loin et je pense qu'il y a plein de snowboarders qui s'étaient remis au ski justement pour ce côté un peu rando qu'on n'avait pas dans le snow, se rapprocher un peu de la nature et d'endroits un peu plus vierges, on redécouvre, se sont remis au snow grâce au split. Ouais, ce côté déplacement quoi. Déplacement, parce que ce qui reste évident pour tous les gens qui font les deux, c'est que le snowboard, une fois que t'es en descente dans la poudre, c'est l'arme fatale quoi. N'importe quel skieur te le dira quoi, même avec les nouveaux skis, les fats, les trucs. Le snowboard, ça reste un outil pour la poudreuse et un outil qui est fantastique quoi, qui sera jamais égalé quoi. Donc de pouvoir se retrouver, de pouvoir l'utiliser comme un moyen de déplacement à la montée et un pur moyen de glisse à la descente, parce que pour moi le ski c'est un moyen de glisse, mais ça a été inventé, c'est un moyen de déplacement quoi. Alors que le snowboard c'est vraiment un outil de glisse. Donc tous les gens qui étaient snowboarders et qui s'étaient un peu détachés du snow à cause de ça, se sont retrouvés là-dedans, et ça je trouve que ça a fait beaucoup de bien au snow. Donc c'est une belle approche. Je pense qu'il y a encore beaucoup à progresser au niveau du matos. Je trouve que c'est encore un peu lourd, c'est encore un peu compliqué. Il y a encore plein de choses à parfaire. Donc j'espère que ça va le faire et que le marché, le fait que le marché évolue et grossisse un peu, va permettre aux marques
de mettre un peu d'argent dans la recherche et développement et tout ça. Je pense que c'est important parce que c'est vrai que par rapport au ski, on pâtit un peu de ça. C'est qu'un splitboard, c'est encore assez lourd. Ouais. Alors que des skis de rando, c'est des poids plumes. Ah, il y a des trucs pas mal. Mais il y a des trucs qui sont de mieux en mieux, donc c'est top. Et ensuite sur la piscine à vagues. Ouais, en fait, c'était pour faire le parallèle entre monter en splitboard, c'est un peu comme pagayer. Ouais. Et la piscine à vagues, on revient à la station. Exactement, ouais. Bah, la piscine à vagues, c'est une évolution qui était, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, enfin c'est une évolution qui était. De toute façon, on savait que ça allait arriver dans le surf à un moment ou un autre. Le surf, c'est devenu tellement populaire, ça s'est tellement démocratisé dans les 10 dernières années que évidemment que technologiquement, ils allaient inventer quelque chose comme ça. Et honnêtement, j'ai pas forcément d'avis. Je trouve que ça va permettre de mettre le surf à la portée de encore plus de tous. Donc c'est clair que ça va faire évoluer le sport. Est-ce que ça va encore plus saturer nos spots ? Je sais pas, ou est-ce que les gens qui vont faire de la piscine à vagues, bah, du coup, vont avoir moins ce besoin d'aller dans l'océan ? Je pense pas, parce que ça change quand même. Enfin, ça se rapprochera jamais de l'expérience dans l'océan et de ce contact avec la nature, avec l'océan, de la puissance de l'océan, de se rendre compte qu'on est rien par rapport à l'élément. Mais ouais, il va y en avoir, ça commence à fleurir. Il y a plein de technologies différentes. Là, il y a encore un projet avant-hier qui est sorti là en Australie où c'est encore une autre technologie. Mais ouais, ça va être intéressant de voir où ça va. Je pense que dans 10 ans, ça va être vraiment le visage, la manière de surfer, le visage de l'industrie du surf aura vraiment évolué. On en reparle dans 10 ans. Ouais. Va falloir que je te lâche parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend en bas et ça commence à faire du bruit. Mais juste, je voulais terminer en te demandant, c'est quoi, maintenant que t'as surfé Jaws, je sais pas, il avait fait 10 mètres ta vague J'en ai aucune idée, ça doit être quelque chose dans le genre. Bon, elle est grosse et elle est méchante et on spoil pas le film, mais il faut regarder jusqu'à la fin parce que la séquence finale est quand même énorme. Maintenant que t'as fait ça, c'est quoi la next step du coup pour Mathieu Crépel ? Je sais pas, je t'avoue que j'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Enfin, j'ai des idées de projets qui sont pas forcément dans la performance sportive, mais je suis aussi assez impliqué dans le côté un peu environnemental de nos sports et j'ai envie voilà, j'ai fait quelques expés, notamment avec mon pote Damien Castera autour du cycle de l'eau et j'ai encore envie de faire ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de faire essayer de transmettre ma passion à travers des messages positifs et inspirant, comme on a fait avec Chaka. L'idée c'était de faire un film de surf et de snowboard mais documentaire où les gens peuvent s'approprier un peu l'histoire et la quête même s'ils sont pas forcément snowboarders ou surfeurs. Après ce qui est sûr aussi c'est que cette dernière saison j'ai un peu moins fait de snowboard que de surf et que j'ai très envie de rider. Il se peut que je passe la saison à Cham pour rider là-bas. J'ai pas mal de potes guides avec qui j'ai envie d'aller faire un peu de pentraid. Ah ouais, ça y est, là, Jaws t'inspire quand même dans le snow. ouais, aussi, ouais. Bah, c'est un truc en snowboard que j'ai jamais vraiment trop fait. Alors, le freeride, j'adore ça. L'Alaska, c'est pour moi, cette adrénaline et ces grandes pentes, faire des grandes courbes, j'adore ça, mais le côté un peu plus alpinisme, j'ai un peu le vertige, j'ai un peu tout ça, donc je suis pas méga à l'aise, donc j'ai envie de me prouver que je peux le faire aussi. Tu regardes ce que fait Victor Delerue ou... Bien sûr, ouais, bah Victor c'est monstrueux ce qu'il fait en snow aujourd'hui. Enfin, il a toutes les facettes du snow. C'est pour moi un des snowboarders les plus doués au monde, qui est capable de tout faire. Donc c'est clair que je regarde, j'ai regardé ce que faisait Xavier avant lui, et donc ouais, je pense qu'alors sans forcément aspirer à être un grand alpiniste, mais ouais, partager des expériences en montagne, m'inspirer de ce que font par exemple ouais, Victor ou Xav ou Dudes ou des Tony Lamiche en ski, enfin voilà, passer des bons moments en montagne avec des potes, c'est un truc qui me dit bien, et puis en surf forcément. Ben on en veut un peu plus quoi. Et là j'ai eu une vague à Jaws. Ben j'aime s'il y a d'autres swells. Franchement cette vague elle m'a fasciné. Je la trouve incroyable. Autant Nazaré ça m'attire pas forcément parce que c'est plus galère, c'est plus en vrai. Alors il se peut que je me retrouve à y aller parce que je sais que si j'ai un pote, Stéphane ou quoi, mes potes du coin me disent il y a un swell à Nazaré, tu viens et que je suis dans le coin, j'irai avec eux parce que je suis comme ça. J'ai du mal à dire non aux expériences à la con. Mais Jaws, s'il y a un
un swell, j'aimerais vraiment y retourner parce que la vague est fascinante, quoi. Donc après avoir fait les JO, après avoir ridé Jaws, après avoir gagné le bank slalom de Montbaker, t'as encore envie, quoi. Ouais, j'ai encore envie de tout, j'ai encore envie de voyage, j'ai encore envie de partage, j'ai encore envie de m'inspirer, j'ai encore plein de gens qui me fascinent et avec qui j'ai envie de faire des choses parce que je suis pas solitaire, j'aime pas faire les trucs tout seul. J'ai envie de partager et j'ai envie de m'inspirer de gens qui me fascinent. Et donc tout ce que je vais faire, je vais essayer. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce projet-là, j'ai déjà commencé à faire des choses intéressantes avec des gens fantastiques comme Guillaume Néry par exemple, mais je pense que ça va me permettre de m'ouvrir encore un peu plus à d'autres expériences. Eh ben, c'est une très bonne fin pour cet épisode des Snow Surf Podcast. Merci beaucoup Mathieu Crépel. Avec plaisir, merci à vous. Enfin ou à toi, à vous d'écouter.